Dès ses origines, l'humanité a tenté de comprendre pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Des premières théories sur l'hérédité émises par les penseurs de l'Antiquité à la toute-puissance divine, des découvertes révolutionnaires du moine et botaniste Gregor Mendel, aux expériences de Thomas Morgan sur des drosophiles, jusqu'à la révélation de la double hélice. La science a d'abord applaudi au progrès pour l'humanité. Mais face aux dérives nazies, une nouvelle approche s'est imposée. La science se laisse exploiter aussi longtemps qu'on ne se lève pas pour dire « non, ce n'est pas bien ». Aujourd'hui, les scientifiques explorent notre génome jusque dans ses moindres recoins pour identifier et guérir des maladies génétiques. C'est une nouvelle ère pour la médecine génomique. Mais chance et danger se côtoient de près. L'ennui avec toutes ces technologies, c'est que l'ADN n'est pas qu'un code génétique, c'est aussi un code moral. Qui sait si ces nouvelles connaissances n'ont pas le pouvoir de nous changer à tout jamais? Dans son laboratoire de l'Université de Columbia, Wendy Chung s'efforce de trouver les gènes à l'origine de plus de 5000 maladies rares. La recherche de l'anomalie génétique est la première étape essentielle pour trouver un traitement. Ces maladies existaient déjà quand j'étais à l'école de médecine, mais nous n'avions rien à proposer. C'est très différent aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Ravie de vous revoir. Wendy Chung travaille main dans la main avec des parents d'enfants porteurs d'une anomalie génétique rare. Leurs maladies sont si peu répandues qu'elles n'intéressent pas les grands groupes pharmaceutiques. Ces familles espèrent beaucoup des scientifiques engagés tels que Wendy Chung. La fille de Luke Rosen et Sally Jackson, Susanna, souffre d'une maladie dégénérative rare qui limite sa motricité et sa perception. J'ai eu une grossesse et un accouchement normaux. Elle est née à 39 semaines. Le pédiatre est entré et il a dit « Elle est parfaite ». Quand on est rentré à la maison, elle était grognon. Elle pleurait beaucoup. Et puis quand elle s'est mise à marcher à quatre pattes, elle traînait ses jambes. Elle ne rampait pas vraiment. Les parents de Susanna l'emmènent consulter. Les examens révèlent une anomalie au niveau du gène responsable du contrôle musculaire. Ses parents cherchent conseil auprès d'une neurologue. Elle m'a demandé de répéter de quel gène il s'agissait. J'ai dit le gène KIF1A. J'ai tout de suite vu qu'elle allait nous annoncer quelque chose de terrible. Nous n'en savons pas assez sur ce gène. Elle nous a conseillé quelque chose d'atroce, à savoir profiter de chaque jour avec elle. L'équivalent d'une carte de condoléances. Moi, je ne veux pas de l'empathie des autres. Je veux des réponses, des informations. On m'a donc recommandé d'aller voir absolument Wendy Chung. Wendy Chung est l'une des rares scientifiques à bien connaître le gène KIF1A, ainsi que les graves conséquences de sa mutation. Pour être en mesure de bouger son corps comme on le souhaite, il faut pouvoir transmettre des signaux du cerveau aux muscles. C'est comme une ligne de chemin de fer. KIF1A est la locomotive qui permet de déplacer des objets sur les rails. La protéine KIF1A transporte les signaux le long des cellules nerveuses. Si la protéine est défectueuse parce que le gène qui lui est associé a muté, les signaux ne sont pas transmis et les cellules nerveuses meurent. C'est ce qui se passe chez Susanna. Certains enfants commencent à marcher ou à parler. Mais le plus tragique avec cette maladie, c'est qu'au fil du temps, au lieu de se développer comme des enfants normaux, ils stagnent puis déclinent. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est un processus irréversible.
Wendy nous a dit « Nous voulons faire du cerveau de Susanna une super autoroute. Maintenant, nous allons concentrer toute notre énergie pour faire en sorte que ce ne soit pas juste une route à 1 ou 2 voies, mais qu'elle comporte toutes les voies nécessaires. Nous allons continuer à les aménager, à les rendre aussi fiables et solides que possible, parce que cette route va commencer à s'effondrer et ces voies vont devenir impraticables. Mais plus il y en aura, plus elles seront solides et plus il en restera d'exploitables. Aidés par leur médecin, les parents de Susanna trouveront-ils une solution pour ralentir, voire stopper la progression de la maladie? L'histoire de la génétique est celle d'un voyage découverte. Depuis des millénaires, l'humanité cherche une réponse. La question fondamentale, c'est pourquoi les êtres humains sont-ils si ressemblants et si différents à la fois? Est-ce par la volonté de Dieu ou y a-t-il un processus derrière? Dans la Grèce antique, Pythagore pense que la semence masculine collecte des informations à travers le corps pour les transmettre ensuite au fœtus. Aristote suppute que les 2 parents apportent leur contribution. L'homme un message contenant des consignes, la femme la matière première pour fabriquer un enfant. Ces théories amoindrissent la croyance selon laquelle Dieu est notre grand créateur et que tout ce que nous sommes ou serons un jour est prédéterminé. Au commencement, Dieu n'a pas seulement façonné l'univers. Dans un même acte de création, il a également conçu des éléments constitutifs de tout organisme vivant. On représente souvent cela comme des poupées russes. Chaque être est préfiguré en miniature, soit dans la semence, soit dans l'ovaire. Reste à savoir comment l'humain pourrait intervenir dans le processus de transmission héréditaire si toute la vie est effectivement prédéterminée par Dieu. Dès le 19e siècle, on sait comment élever des vaches qui produisent plus de lait, des poules qui pondent plus d'œufs et des moutons qui fournissent une laine plus épaisse. Une nouvelle théorie de l'hérédité s'impose. Au XIXe siècle, le concept d'hérédité devient un problème biologique. On se demande comment certaines structures se transmettent au fil des générations. Au XIXe siècle, les gens ont vraiment commencé à s'intéresser à la reproduction des animaux et des végétaux. Cet engouement a gagné l'Angleterre, l'Espagne, jusqu'au continent tout entier. Mais c'est dans l'Empire austro-hongrois, dans la ville de Brno, qu'il a atteint son point culminant. Entre les murs du monastère Saint-Thomas, un moine et botaniste du nom de Gregor Mendel mène l'une des plus importantes expériences de l'histoire de la science. Après avoir échoué 2 fois à l'examen d'aptitude à l'enseignement, il décide de s'établir dans ce monastère en 1853. Ses études de mathématiques et de physique lui ouvrent une nouvelle perspective sur l'hérédité. Mendel veut creuser le sujet. Il installe son laboratoire dans une serre entourée d'un jardin expérimental où il cultive des pois. Mendel a isolé 7 caractères distinctifs chez les pois, notamment la couleur de la fleur ou encore la texture du pois lui-même. Puis, il a effectué des croisements. Lorsqu'il croise une plante à graines lisses avec une autre à graines ridées, cela donne des graines lisses. D'où son idée de nommer lisse le trait dominant. Parce que lorsque l'on croise ces 2 variétés, c'est celui qui domine. Ridé était le caractère récessif. Le fruit de leur croisement était systématiquement lisse. Le caractère ridé avait totalement disparu. Mendel croise ensuite une seconde génération de pois et découvre que les caractères disparus refont surface dans la 3e génération. Comment peut-on prendre une information
la faire disparaître dans une génération, puis la faire réapparaître. Le seul moyen pour que ce soit possible, c'est que cette information soit constitutive de la matière et qu'elle ne soit pas supprimée. Elle peut être réprimée, occultée, mais elle reste intacte au fil des générations. Mendel poursuit ses expériences et continue à croiser toujours plus de plants. Il consigne avec soin les différents caractères et la façon dont ils se comportent entre eux. Quel que soit le nombre de générations croisées, le schéma reste le même. Les traits dominants apparaissent plus souvent. Les traits récessifs sont préservés. L'information à l'origine de ces caractères n'est jamais perdue. Mendel publie les résultats de cette étude révolutionnaire en 1866. S'ensuit alors l'une des plus étranges omertas de l'histoire de la science. Cette publication constitue le fondement de la biologie moderne, mais toutes ces découvertes méticuleusement consignées passent pour ainsi dire inaperçues. Il faut attendre 34 ans pour que les travaux de Mendel deviennent célèbres. Mais des questions demeurent. Si des informations sont à la base de ces caractères, où peuvent-elles bien être stockées ? La réponse est donnée par le biologiste allemand Theodor Boveri. Les informations se concentrent dans le noyau cellulaire, le poste de commande de la cellule, à l'intérieur de structures filiformes, les chromosomes. Le Danois Wilhelm Johannsen baptise ces informations gènes. À son apparition, le mot gène est totalement abstrait. Personne ne sait au juste de quoi il s'agit, personne ne sait comment le décrire. S'agit-il d'un produit chimique, d'un gaz, d'une substance? Possède-t-il des atomes ou des molécules? Le terme reste flou, encore difficile à définir, même pour de nombreux scientifiques du XXe siècle. Et cette incertitude contribue à la dynamique de recherche. Les scientifiques utilisent le terme gène pour faire progresser leurs travaux. Le biologiste américain Thomas Hunt Morgan est l'un des premiers à apporter du contenu à ce nouveau concept. Vers 1910, il procède avec ses étudiants à des hybridations sur des mouches du vinaigre, des drosophiles. Morgan doute de l'existence des gènes. Comment quelque chose d'aussi petit pourrait-il contenir toute la diversité de la vie ? Il était très sceptique face à la génétique et extrêmement critique. Dans son laboratoire, Morgan veut croiser des drosophiles pour observer lui-même la transmission des caractères. Avec une rigueur proche de l'obsession, il recense les différents traits de ces insectes. Il est moins en quête de ressemblance que de différence, car c'est dans la diversité que les modes de transmission deviennent visibles. Parfois, dans une génération, un trait qui différencie une mouche de toutes les autres apparaît. Morgan suppose que si l'on pouvait trouver une telle mutation et la suivre à travers plusieurs générations, on en apprendrait beaucoup sur la génétique de cette espèce. Morgan et ses étudiants tentent de créer artificiellement des mutations chez les drosophiles. Génération après génération, ils torturent les insectes en les soumettant tour à tour à la chaleur et au froid. Au bout de 2 ans, une mouche présente un caractère dont toutes les autres sont dénuées. Des yeux blancs. Il procède à des croisements. Le trait yeux blancs se transmet sur plusieurs générations, comme chez les pois de Mendel. La preuve que ce trait possède une base génétique. Si on compare les deux chercheurs, Mendel et Morgan, on voit bien que chez l'un comme chez l'autre, le mode de recherche a rapidement évolué. Mendel, c'est le moine qui a effectué des hybridations sur des pois, l'érudit solitaire. Morgan, en revanche, fait partie intégrante d'un réseau de chercheurs qui a ouvert les portes des laboratoires à la nature. En croisant des mouches, les chercheurs de l'équipe de Morgan font finalement une découverte qui semble infirmer l'hypothèse de Mendel, selon laquelle chaque caractère est transmis indépendamment des autres. Morgan pense que certains traits sont toujours légués ensemble. Il commence à comprendre que ces entités d'information génétique ne sont pas disséminées de manière arbitraire dans l'espace, comme beaucoup le pensaient jusque-là.
Lorsqu'une de ces informations passe du parent à l'enfant, elle en entraîne d'autres avec elle. Morgan ne voit plus les gènes comme des entités abstraites, mais comme une enfilade de perles. Pour Morgan, les perles sont les gènes, le fil sur lequel elles sont alignées, les chromosomes. Parfois, pense-t-il, les perles sont réorganisées par la reproduction. Les gènes situés côte à côte ont alors plus de chances de rester associés. Les caractères qui leur correspondent apparaissent alors plus souvent ensemble. De la même manière, les gènes plus éloignés les uns des autres sont plus souvent séparés et leurs caractères correspondants aussi. Les chercheurs observent les associations au fil des générations et collectent des informations sur l'éloignement entre les gènes. Ils isolent les gènes qu'ils supposent responsables d'un trait A ou B sur des représentations chromosomiques linéaires. Les premières cartographies génétiques prouvent que les gènes sont des objets physiques organisés en séquences fixes sur les chromosomes. Mais des questions demeurent. Les gènes contiennent-ils réellement les informations qui déterminent la vie? Et que se passe-t-il s'ils comportent une anomalie? Des questions qui occuperont les scientifiques pendant encore de nombreuses décennies. Ces 20 dernières années, Wendy Chung a identifié, avec les familles des enfants malades, plus de 40 anomalies génétiques inconnues. Tu peux serrer mon doigt? Qu'est-ce que tu es forte. Les gens attendent de moi que je sois honnête, que je leur dise la vérité. Mais je dois aussi être capable de comprendre ce qu'ils ressentent quand ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ont besoin de quelqu'un à leur côté, qui se pose les mêmes questions qu'eux en pleine nuit, qui les accompagne littéralement à chaque pas, sans relâche. Ok, c'est bien. Et voilà votre stéthoscope, docteur. Wendy Chung accomplit un véritable travail de détective et suit ses patients avec beaucoup de sensibilité. Ok, on la laisse dormir un peu plus, il est tard. C'est la fin d'une longue journée. Tu n'es pas fatiguée? Wendy a dit cette chose merveilleuse. Je peux m'impliquer dans ce processus autant que vous le souhaitez. Si vous le voulez, je serai votre Sherpa. Et là, j'ai répondu, oui, je veux que vous soyez notre Sherpa. Si c'est vous qui menez cette expédition, je vous suivrai. Avec les parents de Susanna, Wendy Chung veut combattre la progression de la maladie. Mais comment? De par sa grande rareté, on en sait très peu sur la mutation KIF1A. Elle n'a été diagnostiquée que sur quelques personnes. Luc Rosen est résolu à faire connaître KIF1A. Pour cela, il a créé une fondation. Un succès puisque le réseau de patients atteints par cette mutation génétique grandit et avec lui l'attention du grand public. J'estime que nous avons 5 ans devant nous. 5 ans avant qu'il ne soit trop tard pour corriger l'évolution de la maladie. Nous voulons mener à bien cette mission avant qu'elle ne se retrouve en fauteuil roulant, incapable de parler et avec des crises trop fréquentes. Durant la seconde moitié du 19e siècle, Mendel étudie la distribution des traits sur ses plans de poids. Dans le même temps, Charles Darwin observe le processus de l'évolution. Au tout début du XXe siècle, Francis Galton, un cousin de Darwin, soulève une question choc. Si les agriculteurs peuvent élever de meilleurs spécimens de bétail, pourquoi une société éclairée ne pourrait-elle pas élever de meilleurs spécimens humains? L'idée de Galton constitue le fondement d'un courant de pensée de plus en plus populaire, l'eugénisme, la science de la lignée parfaite. La particularité de l'eugénisme, c'est d'expliquer des phénomènes sociaux par la biologie.
c'est-à-dire la société humaine elle-même. On s'efforce d'expliquer l'évolution de la civilisation par des arguments biologiques simples sur la supériorité et l'infériorité biologique. Les privilèges et les rapports de force reposent sur l'idée que certaines personnes sont biologiquement supérieures et d'autres inférieures. La science, un instrument pour expliquer le monde et justifier des actions motivées par la politique. Une volonté d'améliorer sans relâche l'espèce humaine qui trouve aussi un écho au-delà des frontières britanniques, en particulier aux États-Unis. On redoute que multiplier les élites ne soit pas suffisant. Pour améliorer la moyenne nationale, il faut aussi éliminer ceux qui sont inaptes, couper à la racine les pousses malades de l'arbre généalogique. Alors que le Congrès américain fixe des quotas pour exclure les immigrants indésirables, 32 États promulguent des lois visant à stériliser de force les moins adaptés. Des milliers d'Américains, principalement des femmes, sont stérilisés contre leur gré. En Allemagne, un groupe de médecins forme le mouvement eugéniste dès la fin du XIXe siècle autour de deux praticiens, Wilhelm Schallmayer et Alfred Plötz. Ce dernier invente le terme « hygiène raciale », bientôt synonyme d'eugénisme. La Première Guerre mondiale est le catalyseur de l'eugénisme. Selon ses partisans, les plus adaptés sont tombés au combat. Il faut prendre d'urgence des mesures eugénistes. C'était une façon de fournir à une bourgeoisie profondément ébranlée par la défaite de la Première Guerre mondiale un semblant d'explication et surtout la possibilité de se revaloriser. Dans le même temps, on constate le renforcement de l'État-providence sous la République de Weimar, qui a été extrêmement décrié. Sous la République de Weimar, l'eugénisme s'insinue au cœur de la société allemande. Le mouvement eugéniste n'avait rien d'un groupe homogène. Politiquement, il n'était pas seulement question d'introduire des droits nationaux. Ce courant de pensée ratissait bien plus large. Il y avait un eugénisme socialiste, un eugénisme libéral et un eugénisme confessionnel. Une vision du monde qui tente d'expliquer ce que l'on considère à l'époque comme des dysfonctionnements et un mouvement politique profondément ancré dans les institutions scientifiques. Les eugénistes n'étaient en aucun cas des charlatans. On pouvait être un eugéniste convaincu et effectuer des recherches génétiques extrêmement pertinentes pour l'époque. Pour les nazis aussi, l'eugénisme joue un rôle central. Ils orientent leur politique sociale et sanitaire dans le but d'améliorer ce qu'ils appellent le corps du peuple. Celui-ci se doit d'être de race pure et héréditairement sain. En 1933, des mesures ont déjà été mises en place pour créer cette communauté nationale-socialiste dans le pays. Ça commence par la persécution des opposants politiques. On passe ensuite aux premières actions systématiquement antisémites. Et puis on s'en prend aux Allemands considérés comme étant de race étrangère. Enfin, vient la loi qui impose la stérilisation des personnes qu'on estime héréditairement malades, c'est-à-dire les individus de race allemande, mais dont le patrimoine génétique est jugé de qualité inférieure. La loi légitime le recours à la stérilisation forcée en cas de maladie dite génétique. Sont visés des malades mentaux, des handicapés ou des personnes socialement indésirables. Les quelques 400 000 victimes de cette campagne de stérilisation forcée sont traumatisées, stigmatisées. Ces interventions entraînent parfois la mort. En parallèle, les individus considérés comme ariens et héréditairement sains sont distingués, privilégiés. Au cours des années 1930, l'épuration de la communauté nationale se poursuit. Avec la Seconde Guerre mondiale, le nombre de stérilisations forcées chute. C'est le début des euthanasies.
Le mot euthanasie signifie bonne mort. L'idée derrière ce concept était de permettre une mort accompagnée et sans douleur. Les nazis se sont servis de ce terme comme d'un euphémisme pour désigner leurs crimes commis sur des malades. Les personnes visées par l'euthanasie se trouvaient dans des établissements spécialisés ou des camps de concentration. Il s'agissait de travailleurs forcés ou encore d'enfants handicapés. Les nazis les déclarent indignes de vivre parce qu'ils sont malades ou inaptes au travail. Quelques 200 000 personnes sont victimes de l'activité criminelle des médecins nazis. 35,000 prisoners were murdered and buried here. Les lieux de ces crimes sont devenus des lieux de mémoire, y compris pour la science. Par exemple, à Hadamar, en Hesse. La science se laisse exploiter aussi longtemps qu'on ne se lève pas pour dire « non, ce n'est pas bien, on ne peut pas faire ça ». L'eugénisme du début du XXe siècle jusqu'au nazisme est l'exemple même de ce à quoi il faut prendre garde lorsqu'on s'appuie sur de maigres connaissances scientifiques pour prescrire au monde ce qu'il y a, selon nous, de mieux pour lui. Tandis que de nombreux criminels poursuivent leur carrière sans être inquiétés, il faudra attendre des décennies pour que les victimes de l'eugénisme soient reconnues en Allemagne. La Seconde Guerre mondiale est marquée par un bond technologique immense. Un changement de perspective s'amorce, y compris en biologie. Il est désormais possible, grâce à des codes simples et reproductibles, de résoudre des problèmes complexes. La biologie commence à décrire les objets de ses recherches grâce à un nouveau langage. On utilise désormais des termes tels que transmission d'informations ou code génétique pour expliquer le mode d'action des gènes. L'hérédité est dès lors décrite comme un processus qui transmet des informations d'une génération à la suivante. La génétique classique cède la place à la génétique moléculaire. Cette dernière explore les structures et les mécanismes grâce auxquels l'information est léguée. Mais par quelles molécules? Deux en particulier entrent en considération. L'acide désoxyribonucléique, l'ADN, et les protéines. La plupart des scientifiques misent sur les protéines. Les protéines sont les blocs de construction de notre corps. Cheveux, peau, organes, toutes les fonctions de notre organisme ont elles aussi besoin de protéines. Beaucoup plus simple, l'ADN est considéré comme une molécule stupide. Il n'est composé que de 4 bases nucléiques, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, désignées respectivement par les lettres A, T, C et G. Aux alentours de 1940, Oswald Avery fait une découverte révolutionnaire alors qu'il travaille sur des bactéries. Avery se demande quelle substance chimique est porteuse de l'information génétique dans ce grand magma d'éléments chimiques. Parmi toutes les substances qui jaillissent lorsqu'on ouvre des cellules. Avery extrait des bactéries les substances chimiques une par une, mais il ne peut les empêcher de transmettre leurs informations génétiques. Le seul moyen pour lui d'interrompre le flux d'informations génétiques, c'est de tuer l'ADN ou de le modifier. L'ADN, la molécule stupide. Et soudain, il comprend que c'est bien l'ADN qui transmet l'information génétique. L'ADN transporte les gènes. La communauté scientifique peine à y croire, mais pas l'Américain James Watson. Je n'ai jamais douté de l'importance de l'ADN. Mais en l'absence de molécules bien visibles, ce n'était que du blabla d'un télo. Ça sonnait bien, mais personne n'était convaincu. Moi, je savais que l'ADN était la clé pour comprendre la vie. À l'université de Cambridge, en Angleterre, James Watson rencontre le physicien Francis Crick. Watson apporte à l'équation son amour pour la biologie.
La contribution de Crick, c'est la rigueur de la physique et de la chimie. Crick, c'était un peu le genre de gars assis à côté de vous dans le train qui termine vos mots croisés. Ils savaient que s'ils arrivaient à décrypter la structure, ils détiendraient le secret de la transmission des informations. Mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils cherchaient, ni comment cela pouvait fonctionner. Ils ont donc commencé par se demander à quoi cette structure ressemblait. En 1951, Watson et Crick se mettent au travail. Ils arpentent le campus en débattant bruyamment. Ils ont fini par être exilés dans une salle parce qu'ils énervaient tout le monde, comme des enfants qu'on envoie jouer dans leur chambre. Et c'est ce qu'ils faisaient, ils jouaient. Les deux chercheurs font des dessins, modélisent et tentent de positionner les 4 bases nucléiques sur un fil moléculaire. Ils jonglaient avec des modélisations. Ils réfléchissaient à la façon dont les éléments pouvaient être associés et trouvaient des solutions farfelues. Mais ils savaient que tant qu'ils n'auraient pas trouvé la bonne structure, ils devraient faire des essais. À Londres, la scientifique Rosalind Franklin, 30 ans, cherche à décrypter la structure de l'ADN d'une autre façon, en la photographiant. Elle est spécialisée dans la cristallographie au rayon X. Cette technique consiste à traiter les molécules au rayon X, puis à observer la forme de leur ombre pour en déduire leur structure. Rosalind Franklin travaille dans le même laboratoire que Maurice Wilkins. Celui-ci pense que sa jeune collègue va lui servir d'assistante, mais Rosalind poursuit son idée. Elle aligne des brins d'ADN cristallisés sur les extrémités d'un trombone et les bombarde de rayons X. Après de nombreux essais, elle obtient enfin une image claire de l'ADN. Elle révèle une bonne partie de sa structure. Rosalind Franklin la baptise Cliché 51. C'était beau, c'était parfait, une netteté incroyable. Le cliché 51 détenait le secret. Quelques mois plus tard, James Watson rend visite à son ami Maurice Wilkins. À l'insu de Rosalind Franklin, Wilkins montre le précieux cliché à Watson. Cela voulait dire qu'il s'agissait d'une structure simple, la plus simple que l'on puisse imaginer. Maurice ne m'en a pas dit davantage. Bien sûr, je ne lui avais pas demandé de me montrer la photo, mais je ne pouvais pas l'oublier non plus. Sur le chemin du retour, James Watson a une révélation. L'ombre sur la photo indique que l'ADN est composé de 2 brins disposés en hélice. Une double hélice. Durant l'hiver 1953, Watson et Crick se mettent au travail avec entrain pour construire une double hélice chimiquement stable. Ils essaient de voir s'ils peuvent disposer ACTG ainsi que l'épine dorsale en une structure enroulée en hélice. Ils essaient en vain. Ils essaient encore et c'est un nouvel échec. Et puis quand ils placent les bases face à face, d'un seul coup, ça fonctionne. Ils ont devant eux une double hélice. En son cœur, les bases des 2 brins sont reliées par paires, comme les dents d'une fermeture à glissière. C'était si simple. Ça coule de source. Nous avons trouvé le secret de la vie, sa spécificité. Pourquoi tel animal est une vache et tel autre une girafe? Eh bien, c'est l'ADN. En 1962, Watson, Crick et Wilkins reçoivent le prix Nobel de médecine. Rosalind Franklin, dont la photo a permis cette découverte, a succombé à un cancer 4 ans plus tôt. À ce jour, sa contribution n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur. La structure de l'ADN est la plus remarquable jamais découverte, car une seule image éclaire tout. Elle répond à la question de savoir comment on stocke des informations dans une suite de lettres. Comment on reproduit cette information? On sépare ces brins et chacun sert de modèle à l'autre.
Tout d'un coup, tout devient clair. Toutes les questions qu'on s'est toujours posées depuis qu'on a remarqué que les enfants ressemblent à leurs parents se trouvent dans cette image. C'est extraordinaire. La réponse à cette énigme soulève à son tour de nouvelles questions. Si l'ADN est un code, comment le traduit-on? Comment des lettres deviennent-elles vie? L'ADN, l'original, est soigneusement disposé sur les chromosomes. De l'ADN, une copie est réalisée. C'est l'acide ribonucléique, l'ARN. C'est sur l'ARN que les informations génétiques sont lues en vue de la fabrication des protéines, les blocs de construction de toute vie. L'ADN, l'ARN, la protéine, le dogme central de la biologie moderne. Si l'on s'imagine le code génétique comme des mots de 3 lettres, ATG, GAA, CTT, alors chaque mot serait un acide aminé bien précis, et chaque acide aminé, le maillon d'une chaîne de protéines. Tel est le mystère de toute vie. On se demande vraiment comment la plus simple de toutes les molécules peut porter les informations les plus complexes au monde. C'est l'ordre qui est important. La séquence AGC porte un message différent de la séquence ATC. Et ce code nous relie à tous les organismes vivants de tous les temps. C'est le code universel de la vie. Le combat de la famille Rosen pour attirer l'attention commence à porter ses fruits. Le gène KIF1A est de plus en plus connu, même s'il n'existe pas encore de traitement. Le temps presse et les crises de Susanna sont de plus en plus graves. Luc Rosen emmène sa fille passer un examen neurologique. Les crises de Susanna nous font très peur. Elles sont très mystérieuses et elles ne s'améliorent pas. C'est très dur ces derniers temps parce que plusieurs familles ont perdu leur enfant. La semaine dernière, une fille était morte après une crise. Progressivement, la mutation du gène KIF1A détruit les cellules nerveuses dans le cerveau de Susanna. Elle perd ses facultés motrices. Luc rencontre régulièrement la neurologue de Susanna, le docteur Ackman. Voyons où nous en sommes. Y a-t-il eu de nouveaux épisodes depuis notre dernière entrevue? Les tremblements sont... Ils se sont améliorés? Non. Non? Si un traitement n'est pas mis en place bientôt, l'état de Susanna va continuer à s'aggraver. Je l'ai filmé pendant l'électroencéphalogramme. Voilà ce qui s'est passé. Au niveau de sa main? Oui, il y a ce tremblement. Et puis... Elle a des absences? Oui, c'est ça. Là, ça dure moins longtemps et quand ça s'arrête, regardez, elle fait ça. Ça n'a pas l'air si dramatique. D'accord. Juste un petit tremblement. Je pense que ça fait partie des crises. Vous savez ce qui me dérange vraiment? Elle tremble. Oui. Et elle semble sortir brutalement de cet état. Oui. On dirait vraiment qu'elle a des absences. Pour Wendy Chung, les symptômes sont alarmants. On observe une atrophie chez Susanna. Elle progresse à un rythme relativement rapide. Donc l'urgence s'accentue. C'est à nous d'être la solution, sans délai. Chaque moment avec elle est d'autant plus précieux qu'il est fugace.
L'idée qu'à un moment donné, cette mutation puisse prendre le dessus et qu'elle n'arrive plus à me reconnaître, ça me terrifie. Là, on avance plus vite. Une nouvelle ère se prépare. La question, c'est si on l'atteindra à temps pour Susanna. Avec les découvertes sur la structure et la fonction de l'ADN dans les années 1950 et 1960, le rôle central de la molécule dans l'apparition de la vie n'est plus à démontrer. Mais quelle influence a notre patrimoine génétique sur la maladie et la mort? On soupçonne depuis longtemps un lien entre les gènes et les maladies. Mais quels sont les gènes impliqués et comment les localiser? Cela reste le plus souvent un mystère. En 1968, à Los Angeles, Leonore Wexler, 52 ans et mère de 2 filles, traverse une rue d'un pas étrange. Elle titube comme si elle était ivre. Un policier lui a hurlé dessus de toutes ses forces. « Comment pouvez-vous être ivre de si bon matin? Vous n'avez pas honte ?» Elle a appelé mon père, qui s'est efforcé de la calmer. Mon père lui a dit « Rentre à la maison et on te fera examiner par un docteur pour voir ce qu'il en pense. » Le médecin l'a auscultée. Elle présentait des signes de maladie de Huntington. La maladie de Huntington, aussi appelée chorée de Huntington, est décrite pour la première fois en 1872. Les patients perçoivent d'abord un léger tremblement. Ils ont des pertes de mémoire, oublient comment marcher, parler, manger, et finissent par mourir. Leonore Wexler redoute ce diagnostic depuis son enfance. Son père est mort de la maladie de Huntington, ainsi que plus tard ses frères. Lorsque le diagnostic tombe, Leonore décide avec son mari d'ouvrir ce secret de famille à leur fille. Ensemble, ils leur expliquent que si elles ont hérité de la mutation génétique de leur mère, elles aussi développeront un jour la maladie. Il nous a dit que nous avions chacune une chance sur 2 de l'avoir. Et que si nous avions un jour des enfants, eux aussi auraient une chance sur 2 de développer la maladie. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre en pleurant. Toutes nos vies s'étaient effondrées en un instant. Comment allions-nous vivre? Comment arriver à mettre un pied devant l'autre et faire comme si de rien n'était? En 1978, 10 ans après le diagnostic, Leonore Wexler s'éteint. La maladie de Huntington apparaît le plus souvent à un âge relativement avancé. Alice et Nancy ne savent donc pas si elles sont porteuses du gène. Nancy décide de prendre les devants. Bien qu'elle soit psychologue et ne s'y connaisse pas en génétique, elle veut partir à la recherche du gène Huntington, une première. Je ne suis pas du genre à subir la vie dans le doute. Je préfère prendre les choses à bras-le-corps au lieu d'attendre d'être moi-même rattrapée. Je me suis dit, si j'arrive à trouver ce gène et à le réparer, un traitement est possible. Nancy Wexler met son projet à exécution. Par la seule force de sa volonté, elle a réuni un consortium de scientifiques pour percer le mystère génétique de la maladie de Huntington. Avec David Botstein, elle apprend comment, en théorie, il est possible de trouver le gène responsable d'une maladie. Il a découvert qu'on pouvait remonter la trace du gène responsable d'une maladie humaine à condition de pouvoir suivre sa transmission au sein d'une famille grâce à une autre différence génétique. Chez les drosophiles, on utilise les ailes courbées et les yeux blancs, mais on ne peut pas faire ça avec les humains. Botstein s'est rendu compte qu'en revanche,
on pouvait utiliser les différences dans les suites de lettres génétiques. Le génome humain comporte 3 milliards de paires de bases d'ADN. La plupart du temps, des segments donnés d'un chromosome sont identiques chez tous les individus. Mais de temps en temps, toutes les 500 à 1000 bases, survient une différence. Et une fois qu'on l'a localisée, on peut la pister. Ces petites différences dans les suites de lettres de l'ADN sont appelées des marqueurs. Un marqueur est un panneau indicateur qui permet de suivre une partie de l'ADN sur plusieurs générations. Chez les patients atteints de la maladie de Huntington, on suppose qu'un ou plusieurs marqueurs se trouvent à proximité du gène modifié. James Giusella est le premier à tenter de mettre en pratique la théorie de Botstein. Il se joint à la mission Wexler. Au début, la plupart des gens ne croyaient pas que ça marcherait rapidement. En fait, lorsque notre dossier de subvention a été examiné, certains experts ont affirmé qu'il nous faudrait 50 ans. L'équipe de Nancy Wexler a maintenant besoin d'une famille de patients atteints de la maladie de Huntington. Une famille suffisamment grande pour pouvoir suivre le lien entre les marqueurs et la maladie sur plusieurs générations. Nancy Wexler entend parler d'une fréquence inhabituelle de cas dans une région reculée du Venezuela. En juillet 1979, son équipe se met en route. La communauté vit sur le lac Maracaibo, dans des cabanes sur pilotis. Nous sommes entrés dans ce petit village sur pilotis. Dans chaque maison, il y avait une personne atteinte de la maladie de Huntington. À l'intérieur de l'une d'elles, une vieille dame nettoyait du poisson. Son frère vivait juste à côté. Il se balançait d'avant en arrière sur un hamac et il était clairement atteint. Nous lui avons demandé où se trouvait sa femme et il nous l'a montré. Elle aussi se balançait d'avant en arrière. Je lui ai ensuite demandé combien ils avaient d'enfants. Ils en avaient 14 encore vivants. Une de leurs filles avait déjà développé la maladie malgré son jeune âge. Les gens étaient très étonnés. J'ai essayé de leur faire comprendre que ma mère avait eu la même maladie. Je leur ai dit que nos familles avaient un point commun, qu'ils avaient la plus grande famille au monde et que nous avions besoin de leur aide. L'équipe de Nancy Wexler aménage une clinique et commence à identifier les porteurs de la maladie. Un immense arbre généalogique est constitué afin d'observer la maladie génétique sur plusieurs générations. Ce qui est stupéfiant dans la quête de Nancy Wexler, c'est qu'elle concentre toutes les données de la génétique. Les traits dominants et récessifs de Mendel, la cartographie génétique de Morgan. Elle réunit tout ça dans sa quête du gène à l'origine de la maladie qui se transmet dans sa famille. Bien, merci. Antonio Soto, tu peux venir? Nancy Wexler effectue des prélèvements de sang et de peau sur tous les membres de la famille et les envoie au laboratoire de James Giusella à Boston. Il cherche à établir un lien entre les villageois malades et les modifications de leur ADN. Notre objectif était de trouver un marqueur de la maladie de Huntington, pas parce qu'il est la cause de la maladie, mais parce qu'il en est situé très près. Dès le 8e marqueur examiné par Giusella, un lien apparaît avec la maladie. Pour confirmer ce résultat, le chercheur le compare au marqueur d'une seconde famille dans laquelle la maladie est également présente. Là aussi, le marqueur montre un lien avec la maladie de Huntington. Jim m'a appelé alors que j'étais au restaurant. Je me suis mise à crier « Comment? Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé ?» J'ai crié, crié, crié. C'était la première fois dans l'histoire qu'on trouvait un marqueur tout proche d'un gène défectueux sur un chromosome humain.
La vision de Nancy Wexler devient réalité. À proximité du marqueur, les scientifiques découvrent le gène Huntington. Le gène muté comporte une fréquence accrue de la séquence CAG. La protéine endommagée détruit des cellules nerveuses à l'intérieur du cerveau, ce qui provoque les symptômes de la maladie. Cela ne suffit pas pour permettre aux médecins de disposer d'un traitement, mais ils peuvent désormais dépister la mutation chez les patients. Être testé ou pas? Pour Nancy Wexler et les autres personnes concernées, répondre à cette question n'est pas si simple. Nancy a décidé de ne pas faire le test tant que la maladie de Huntington est incurable. En tant que scientifique, elle aura malgré tout résolu un des grands mystères de la génétique. La maladie de Huntington présente des similitudes avec la mutation du gène KIF1A, dont est atteinte Susanna Rosen. Lors d'une conférence à venir, son père espère trouver un médicament prescrit aux personnes souffrant de la maladie de Huntington et qui pourrait aussi soulager ceux concernés par KIF1A. Ce que je souhaite le plus au monde pour Susanna, c'est qu'elle ne souffre pas et qu'elle ne sache jamais ce que signifie le mot dégénératif. Inquiète pour son propre avenir, Nancy Wexler a été une pionnière. Les Rosen aussi sont prêts à s'aventurer en terre inconnue pour leur fille. À leur côté, des scientifiques et des médecins engagés qui, avec les patients et leurs proches, façonnent l'avenir de la médecine. Mais la recherche et les traitements n'exigent pas seulement de nouvelles approches et des scientifiques responsables. Il ne serait rien sans le courage des patients. Hey, je t'aime.